Si tous les pays font de la préférence nationale ou de la souveraineté, je ne vois pas pourquoi on serait trop cons, nous, pour ne pas en faire. Si les Allemands sont à 30%, que les Italiens sont à je ne sais pas combien, 30% il faut faire la même chose que les autres. Nous, on vivote à peine à 10%, donc c'est vrai qu'on est un peu les dindons de la farce. Écoute, je ne me le souhaite pas et je ne le souhaite pas à la France, mais si j'étais ministre de la Santé, j'imposerais aux hôpitaux français, aux cliniques françaises, d'avoir un pourcentage plus élevé de matériel venant de notre pays. Bienvenue dans David Opère, l'émission qui donne du souffle à la medtech française. Avec mes invités, on parle des blocages mais aussi des solutions pour développer le business. Et aujourd'hui, je reçois Michel Simès, le médecin préféré des Français. Alors Michel, les Français t'adorent. Tu es médecin, animateur télé, tu montes même sur les planches, tu sais tout faire. J'essaye. Comment la médecine a évolué sous tes yeux ? Oula, alors d'abord j'ai fait médecine, c'était pas au 19e siècle, j'ai fait médecine au 20e siècle. Et j'ai commencé médecine dans les années 80. Comment elle a évolué ? Elle est passée d'une médecine très, j'ai envie de dire, traditionnelle, avec l'interrogatoire du patient, l'examen clinique, le stéthoscope dont j'ai l'impression qu'on se sert de moins en moins aujourd'hui. C'est symbolique, mais le stéthoscope, quand même, pour écouter les bruits du cœur, pour écouter les bruits de l'abdomen, pour écouter les poumons, c'est quelque chose dont je me servais beaucoup quand j'étais étudiant en médecine. Et je t'avoue, alors après, je suis devenu ORL, donc je m'en servais moins, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une médecine qui est devenue, enfin, c'est pas une impression, qui est devenue beaucoup plus technique. Avant, si tu veux simplifier, quand j'étais jeune médecin, on examinait le patient et on demandait après des examens radiologiques. Aujourd'hui, c'est tout juste si on ne demande pas un scanner ou une IRM juste après avoir discuté 2 secondes avec le patient. Et donc, la médecine a changé. C'est pas en mal, c'est pas en mal forcément, mais il y a quand même cette notion de contact humain qui, à mon avis, s'étiole un peu. Aujourd'hui, sur ta chaîne Mieux, que tu viens de créer, tu combats les fake news. Moi, j'ai le même combat, mais sur LinkedIn, où j'essaye de dire la vérité. Est-ce que tu penses qu'on a un peu la même mission ? Parce que sur LinkedIn, tout va bien, c'est super, alors qu'en réalité, tout ne va pas bien et tout n'est pas super. Alors, moi, je peux te parler plus côté médical. Moi, effectivement, on a lancé une chaîne parce que je suis effaré par le tsunami de fake news qui nous arrive. Comme quoi, par exemple ? Tout. C'est-à-dire que là, on a aux États-Unis, on a non seulement un président qui est un petit peu particulier, mais nous avons Robert Kennedy Jr., qui est l'équivalent du ministre de la Santé aux États-Unis, qui est un anti-vax notoire, un complotiste qui met dans les postes les plus importants de la santé aux États-Unis que des complotistes. Donc, aujourd'hui, en France, tu sais qu'on est un pays qui est très anti-vax, un des pays dans lesquels les anti-vax en Europe sont les plus virulents. Donc, ils se nourrissent de tout ce qui nous arrive des États-Unis. Et donc, on a des fake news sur tout. On a eu quand même le roi avec notre microbiologiste marseillais qui nous a inondé de trucs pendant le Covid. Mais aujourd'hui, dans tous les domaines de la santé, que ce soit la vaccination, les examens, les médicaments, on a des gens qui nous font croire que les médicaments sont des poisons et que les laboratoires nous empoisonnent. Enfin, on en est là. Donc, moi, je me bats pour ça depuis des années maintenant. Et effectivement, avec le lancement de cette chaîne, Mieux, c'est notre ADN. On est là pour faire de l'information, mais aussi lutter contre la désinformation. Et on a une vraie mission aujourd'hui avec les réseaux, l'intelligence artificielle, ça devient dingue. D'un point de vue de l'industrie de la santé, il y a 35 milliards d'achats de matériel médical hospitalier public, privé par an. Et à peine 10% revient à l'industrie médicale française. Il faudrait peut-être une préférence nationale. Je ne suis pas dans le business, dans le business et dans toutes ces technologies et toutes les entreprises qui font de la medtech en France, mais moi je me souviens quand j'étais médecin à l'hôpital, alors j'avais pas la main sur les commandes puisque c'est le chef de service et puis l'administration de l'hôpital qui négocie, mais on ne demandait pas ton avis, toi ? Non, parce que moi j'étais attaché à l'hôpital. Le chef de service peut éventuellement demander notre avis si on a besoin de matériel chirurgical particulier parce qu'il y a un truc qui vient de sortir et puis que ça nous permet d'être plus efficace avec nos patients. Mais les fournisseurs,
tu imagines bien que c'est des négociations par la PHP. Moi, j'habite Paris, je travaillais à l'assistance des hôpitaux publics de Paris, donc c'est eux qui négociaient pour avoir un marché plus important. Mais si tu veux, la médecine française, qu'elle soit praticienne ou qu'elle soit techno, est à la pointe de tout. Donc c'est incompréhensible qu'on soit obligé d'aller chercher aux États-Unis ou ailleurs, ou en Chine, du matériel que les Français sont capables de fabriquer. Moi, je sais que quand j'ai été installé en libéral, j'achetais du matériel français parce que je passais par une boîte, tous les ORL passaient par cette boîte. C'était laquelle ? Pourrait. Ah oui. Et Pourret, c'était du matériel français. Il y avait Colin aussi. Il y avait Colin aussi, c'était les deux gros fournisseurs. On allait dans le magasin, puis on choisissait les trucs, et a priori, c'était du matos français, qui était d'excellente qualité. Donc, toujours d'ailleurs. Hein. Mais toujours d'ailleurs. Colin existe toujours, je ne sais pas si Pourret existe. Mais je ne sais pas, mais Colin doit exister, et c'était d'excellent matériel. Après, je t'avoue que quand tu es médecin, tu ne vas pas forcément vérifier l'origine, la fabrication, etc. Tu fais appel à un fournisseur qui, lui, se débrouille. Mais on est à la pointe de la médecine mondiale. Donc, oui, médecine, les ingénieurs aussi, les chirurgiens, on a tout en fait. Donc les chercheurs. Ouais. Il y a peut-être cette image que c'est américain, donc c'est meilleur. Mais je pense qu'il faudrait, alors, la préférence nationale, on essaye de plus en plus d'acheter des voitures françaises et tout ce que tu veux. Et je pense que les médecins, le corps médical devrait peut-être être un peu plus concerné par cette préférence nationale en ce qui concerne le matériel. Alors j'aime bien que tu dises préférence nationale parce que les Français, ils ont un peu de mal avec ce terme-là. C'est un peu connoté extrême droite, bien donc ils préfèrent employer souveraineté. C'est un mot un peu fourre-tout. Est-ce que c'est une des conséquences du fait qu'on a du mal à être patriote ? Écoute, la préférence, quand on voit ce que fait Trump aux États-Unis avec les taxes, avec le fait qu'il veut que les laboratoires pharmaceutiques viennent s'implanter aux États-Unis plutôt que de fabriquer les médicaments, de produire les médicaments ailleurs et puis de les importer. Si tous les pays font de la préférence nationale ou de la souveraineté, je ne vois pas pourquoi on serait trop cons, nous, pour ne pas en faire. Donc, si les États-Unis veulent nous taxer sur tout ce qui est importé, eh ben, on va nous... je pense qu'il serait... je ne suis pas ministre, je ne suis pas président de la République, mais je pense qu'il serait complètement logique qu'on fasse la même chose. Pour revenir sur les États-Unis, tu as le Buy American Act qui est en vigueur depuis 1933, qui impose aux hôpitaux d'acheter à 65% américain, et Trump a rehaussé à 75%, donc il y a une vraie préférence nationale. En Allemagne, le marché il est de 43 milliards, la préférence nationale est 30%, et l'Italie également à 30%. Nous, on vivote à peine à 10%, donc c'est vrai qu'on est un peu les dindons de la farce. Eh bien écoute, je ne me le souhaite pas, et je ne le souhaite pas à la France, mais si j'étais ministre de la Santé, j'imposerais, j'essaierais de voir si comment faire pour imposer aux hôpitaux français, aux cliniques françaises, comment imposer d'avoir un pourcentage plus élevé de matériel venant de notre pays. Alors, imposer, tu imposerais à quel, dans les appels d'offres, à quel pourcentage? Je ne sais pas, parce que je te dis, je suis pas dans le business, mais vu qu'on parle de l'Europe et que, alors je ne suis pas sûr qu'on puisse aller jusqu'à 80% comme aux États-Unis, mais si les Allemands sont à 30%, que les Italiens sont à je ne sais pas combien, 30%, il faut faire la même chose que les autres. Je pense que au-delà de 50%, à mon avis, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas les technologies nécessaires. Donc forcément. Il y a un point important, c'est tout ça doit être fait pour le bien des patients. Si on s'aperçoit qu'entre deux produits, il y en a un qui entraîne une perte de chance parce que la technique est moins au point, parce qu'il manque des choses pour traiter le patient dans les meilleures conditions, la question ne se pose pas. Mais à qualité et service rendu égaux, il faut privilégier les produits français. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour faire en sorte que ce soit mis en vigueur? Parce que tout le monde le dit dans les discours politiques et rien n'est fait. Je ne sais pas ce qui bloque. Je pense qu'il y a des influences économiques. Il y a beaucoup de lobbying.
Il y a beaucoup de lobbying de la part d'entreprises qui sont probablement beaucoup plus fortes en lobbying que d'autres. D'entreprises américaines notamment. Des entreprises américaines, voilà. Après, il faut voir ce qu'il y a dans le backstage des relations entre les entreprises MedTech et les fournisseurs électroniques. J'espère que tout est intègre. Mais oui, Michel, tout est intègre, mais quand tu vois les prix de transfert, c'est-à-dire que les Américains, aujourd'hui, ne payent pas d'impôts en France. Ils font produire je sais pas moi, un stent aux États-Unis, ça coûte 100 € à produire. Ils le revendent à leur filiale française, je sais pas moi, 1 000 €, et la filiale française va le vendre à l'hôpital 1 001 €. Et donc ça veut dire qu'ils vont déclarer 1 € de marge, alors qu'en réalité, la marge elle est de 901 €. Ouais. Et tous les laboratoires étrangers font ça. Et nous, on regarde et nos PME françaises, elles payent des impôts. Si c'est ça, c'est qu'on est trop naïf et qu'il va falloir ouvrir les yeux un petit peu sur la concurrence. Mais franchement, les chiffres que tu me donnes, je ne connaissais pas. Dans mon esprit, comme ça, j'y ai jamais pensé, mais à mon avis, il y avait au moins la moitié de ce qui est utilisé à l'hôpital qui venait de chez nous. Je suis assez effaré par le chiffre que tu donnes. Ouais. Et je vais te donner un dernier chiffre, c'est qu'aujourd'hui, on a 1398 medtech françaises. Et entre les créations d'entreprises et les dépôts de bilan, le solde, c'est toujours moins 35 chaque année. Donc, en 2060, si on suit cette cadence, il n'y aura plus du tout d'industrie medtech française. Alors, enfin, ils sont au courant à Bercy et au ministère de la Santé probablement, mais il va falloir, je ne sais pas, envisager une vraie guerre commerciale et puis surtout, je pense il va falloir communiquer auprès du corps médical. Parce que, est-ce que les médecins sont vraiment concernés quand il faut acheter du matériel et qu'on leur dit on a le choix entre ça et ça? Est-ce que les médecins ont leur mot à dire? Je ne suis pas sûr. C'est pour ça que je te posais la question de savoir si tu étais... Non, mais moi, je n'avais pas mon mot à dire. Mais si l'administration, si ça se gère au niveau des achats de l'administration de la PHP, elle a des conseillers médicaux, évidemment. On ne va pas acheter un robot sans l'avis du chef de service dans lequel ce robot va aller. Mais peut-être qu'il faut faire un peu plus jouer la concurrence à compétence égale, à qualité égale. Le problème, c'est que... un médecin, il doit avoir du temps médical. Le temps médical, c'est le temps passé avec les patients. Éventuellement dans la recherche pour ceux qui en font, mais avec la relation humaine avec un patient. Et tous les chefs de service aujourd'hui, dans tous les hôpitaux de France, te disent qu'ils passent un temps fou sur le plan administratif, à gérer les merdes administratives, à gérer le personnel, à gérer voilà, tout ça. Et ce qui fait que si en plus on leur demande d'aller vérifier, d'aller regarder 40 pages de description technique d'un robot ou d'un matériel pour savoir si celui-là il est un peu meilleur que l'autre, ce sera du temps médical en moins. Je crois qu'on a puis tous les chefs de service n'ont pas les compétences techniques pour comprendre que tel appareil est meilleur qu'un autre. Il faudrait créer probablement des cellules spécialisées dans la comparaison pour les achats, dans la comparaison de la qualité, de l'apport du service rendu, etc. par rapport à la tech même. Alors il y a la Haute Autorité de Santé qui fait ça. La HAS a été créée après l'histoire du sang contaminé. Mais aujourd'hui, on a tellement peur de sortir des innovations qui vont tuer les patients qu'en fait, on freine des cas de fer et qu'on est... ça, c'est l'histoire de la médecine, ça. C'est l'histoire de la médecine. À chaque fois... Quand Pasteur a essayé ses premiers vaccins, il prenait des risques considérables. Et puis, il s'est avéré que ça nous a permis d'avoir les vaccins d'aujourd'hui. Mais je crois qu'on vit dans une société qui est qui a peur de tout. On n'accepte plus aujourd'hui qu'en prenant un médicament, il y ait un risque de complication sur 1 million. On n'accepte plus. Alors, si ça arrive,
il y a évidemment des gens qui vont être voilà, des dédommagements, des choses, tout ça est pris en compte. Mais aujourd'hui, le bénéfice-risque dans l'esprit du public, c'est bénéfice, point. La médecine doit m'apporter quelque chose, elle ne doit pas me faire prendre de risques. Et dans la recherche et dans la mise au point en TechMed, je pense que l'esprit est pareil. On se dit, tiens, on travaillera bien là-dessus, mais est-ce que finalement, ça ne va pas nous retomber dessus? Sur ta chaîne Mieux, tu traites des sujets qui a trait à Alors, dans la l'innovation chaîne Mieux, médicale. on traite de tout. Dans la chaîne Mieux, c'est une chaîne universelle qui touche toutes les strates de la société, tous les âges, tous les sexes, tout le monde. Et donc la TechMed, on en parle, on a une émission qui est consacrée à ça avec Olivier Véran. Et puis moi, j'en parle régulièrement. Et vous recevrez peut-être des dirigeants de la MedTech française? Mais bien sûr. C'est pas encore diffusé? Si, ça a commencé, mais... Parce que j'ai pas vu encore. Si, c'est sur les box, et à partir de fin octobre, début novembre, on aura toutes les box qui vont diffuser Mieux. Et aujourd'hui, tu es sur les planches? Ouais. Tu kiffes? Ah ouais. Aujourd'hui, je m'éclate dans un domaine qui n'était pas le mien. Comment s'appelle La pièce s'appelle Secret médical, elle joue au Théâtre Saint-Georges à Paris, et on va commencer probablement une tournée, parce qu'on a beaucoup de gens de province qui nous disent quand est-ce que vous venez chez nous, et la tournée commencera probablement en octobre prochain. Et dans quelle ville? Eh ben, on ne sait pas encore, on va faire une tournée. Vu le succès à Paris en ce moment, je pense qu'on va faire toute la France. On se marre un peu On se marre beaucoup, et on est apparemment dans le top 5 des pièces de théâtre à Paris en matière de remplissage. Donc, oui, ça fait du bien de se marrer un peu en ce moment. Oui, absolument. Merci David pour l'invitation. Et bien voilà, ce que je retiens de mon échange avec Michel, c'est qu'il faudrait imposer au moins 30% d'achat de matériel français dans les hôpitaux, comme nos voisins italiens et allemands.